Et pour finir, presque en beauté, pas presque pour la beauté, mais en tout cas pour presque finir, on va parler d'un buzzword, si ce n'est d'une tarte à la crème, messieurs, la blockchain, la chaîne de blocs, si je le dis en bon français. Marc Gardette, vous êtes CTO Public Sector pour Microsoft France, et Philippe Béraud, vous êtes Chief Security et Technology Advisor pour Microsoft France. Jusque-là, tout va bien. Oui, mais. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de me démontrer la blockchain en 3 minutes comme on l'a fait tout à l'heure avec de l'IoT, quoique. Concrètement, quand on parle de Microsoft et quand on parle de blockchain, on parle de quel type d'application? On parle de quoi? De quel périmètre? Comment vous emparez du sujet? Si vous voulez, c'est vrai ces dernières années, vous avez parlé d'un buzzword, tarte à la crème. Alors, vous allez voir que ce n'est pas tarte à la crème, il y a des vraies réalisations concrètes. Ah, mais j'en suis persuadée. Par contre, il y a eu beaucoup de buzz, effectivement. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens en parlent, exactement. Mais, concrètement. Et beaucoup de buzz qui ont été très orientés ces derniers mois, dernières années sur les cryptos, la folie du Bitcoin et autres crypto-monnaies, les ICO, etc., etc. Le prix de Microsoft, c'est plutôt de se concentrer sur les cas d'usage pour l'entreprise. Et qu'est-ce que la blockchain, au-delà des crypto-monnaies dont on vient de parler, peut apporter sur des cas d'usage entreprise? On pourra revenir sur justement quels sont les cas d'usage entreprise. Et en introduction, le challenge d'expliquer la blockchain en 2 minutes, ce qui n'est pas forcément facile. Moi, j'ai une formule assez simple, il faut l'expliciter derrière, c'est une vérité partagée entre plusieurs participants d'entreprise. Aujourd'hui, un système d'information, il est en silo. Chacun a confiance en son système d'information, mais obligé de collaborer avec d'autres parties. Donc, si on pouvait mettre en commun une sorte de registre authentique, infalsifiable, en qui tous les parties font confiance, on a cette fameuse vérité partagée. Donc la blockchain pour l'entreprise, c'est pas plus compliqué que ça. La mise en œuvre, on verra, est un petit peu plus difficile, mais sur le principe, voilà, sur le principe, une vérité partagée entre plusieurs participants, auxquels tous les participants font confiance, sans qu'il y ait quelqu'un et soit l'organe central de contrôle. Voilà. Là, en effet, on reprend toutes les étapes de ce qu'est essentiellement une blockchain, des questions de sécurité, mais des questions aussi de transparence et des questions, là aussi, de confiance. Concrètement, si j'applique la blockchain au monde de l'entreprise, on peut dire qu'il y a une infinité d'applications. Il y a d'abord des questions de vote interne pour des élections internes dans une entreprise, des questions d'identification des collaborateurs, pourquoi pas là aussi des questions de transactions de smart contract entre collaborateurs. Encore une fois, ça recoupe un nombre infini de questions et d'applications. On va voir par exemple typiquement tous les scénarios qui sont liés à la traçabilité. Donc, dans tout, pour la chaîne d'approvisionnement, donc Marc parlait au niveau de l'entreprise, mais on pourrait aller au-delà. Donc ça peut être au niveau de l'entreprise, bien évidemment, avec différentes business units au sein de l'entreprise, mais ça pourrait être également des blockchains de type consortium, où on va retrouver finalement dans la chaîne d'approvisionnement différents états qui sont pris en charge par différents acteurs qui sont des entreprises autonomes les unes des autres. Et comme le soulignait Marc, c'est la nécessité de pouvoir ancrer à un moment donné un état, avoir un maillon de confiance qui va permettre d'ancrer cet état et cette vérité partagée. Donc typiquement, si je prends comme exemple l'approvisionnement pharmaceutique, où on va partir d'une entreprise qui va fabriquer le médicament et où ce médicament doit être acheminé au travers d'un certain nombre d'acteurs du monde du transport, par exemple, avec un certain nombre de garanties, par exemple, en termes de température, d'humidité, jusque finalement à l'officine, en passant potentiellement par un grossiste. L'objectif, c'est d'avoir, et ça fait un peu le raccord avec l'intervention de Nicolas, c'est la possibilité de pouvoir, par exemple, remonter des éléments, des indications de température, des mesures, et faire en sorte que finalement ces mesures activent les contrats autonomes. Et par exemple, si dans un contrat autonome, les différents participants, finalement les différents acteurs par rapport aux différents états finalement de déplacement de ce médicament de l'entreprise qui le produit jusqu'à l'officine, les acteurs se sont entendus sur des conditions. Si effectivement le seuil, la température qui est remontée va dépasser un certain seuil, faire en sorte qu'on active finalement les conditions qui sont décrites de point de vue informatique dans le contrat, qui peuvent aller sur l'annulation du transfert de la marchandise, sur des pénalités ou que sais-je. Un registre infalsifiable, un registre transparent et un registre de confiance. Concrètement, alors on a parlé de l'application logistique par exemple, ou de l'application qui nous permet aussi d'authentifier les médicaments pour un laboratoire par exemple pharmaceutique. On peut penser à quels autres types d'applications pour les entreprises? Alors, ce qui est intéressant pour la blockchain, on va le voir, c'est qu'on va trouver des patterns d'usage et des patterns de valeur.
Pattern de valeur, on en a déjà. Et quelle que soit l'industrie, qu'on soit une supply chain pharmaceutique, alimentaire ou d'autres formes de supply chain, c'est plutôt un pattern de collaboration. Et c'est le coût de la confiance, le coût de la réconciliation, le coût de l'audit, le coût de la transparence, des règles de gestion, appliquer des pénalités, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, les projets que je vais citer sont des projets concrets en production. On n'est pas... parce que ces dernières années, on parle de la blockchain depuis 2 ans. On a commencé à en parler il y a 2 ans ici avec Blockchain Academy. On était des démonstrateurs. L'année suivante, on a fait intervenir Renault. C'était un POC sur la traçabilité du véhicule. Et cette année, Marc Russinovich disait, je suis assez d'accord avec lui au mois de juin dans une interview à GeekWire, que l'année 2018 était l'année de la blockchain, l'année où tout commence vraiment, il avait rajouté. Je rajouterais, tout commence vraiment pour l'entreprise. Ça veut dire qu'on a vraiment, à partir de 2018, vu au-delà des POC, des MVP, des démonstrateurs, de l'apprentissage, de la curiosité, vu des consortiums se créer. Je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit de consortium qui est annoncé en avril dernier dans le domaine du tourisme. C'est une grosse agence européenne, c'est Thomas Cook International, chinoise, australienne, indonésienne, ont créé finalement une forme de supply chain pour s'échanger des capacités d'hôtel. Ce qui coûte cher, c'est la réconciliation. Entre le moment où vous prenez une réservation d'hôtel en ligne, au moment où vous avez la chambre d'hôtel, il peut y avoir jusqu'à 5 intermédiaires. Des grossistes, des agences de voyage, des tours opérateurs, la chaîne d'hôtel elle-même et l'hôtel physique qui peuvent être... voilà. Et donc, il peut se passer des conflits, il peut se passer des doubles bookings. À la fin, de toute façon, ça sera résolu, quelqu'un va payer, mais le coût de cette résolution et le coût de peut être très impactant. À la fois, c'est 5% des transactions qui sont en erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mis d'accord, ils ont mis en commun une blockchain où ils instancient via des contrats autonomes les capacités d'hôtel, donc ils se partagent en temps réel. Ça ne limite pas forcément toutes les erreurs, mais ils peuvent les traquer et les trapper, comme on dit, en temps réel, bien avant que ça impacte la personne qui arrive et dit « Ah, votre chambre a été réservée 2 fois », par exemple. Parce que ce qu'on a aussi oublié de préciser, c'est qu'évidemment, il y a cette agilité du temps réel et de la lisibilité totale sur une blockchain, mais il y a aussi le fait de supprimer les tiers et les tierces intervenants pour pouvoir du coup être beaucoup plus lisible et être beaucoup plus simple aussi dans son process de fonctionnement. Donc oui, là, typiquement, c'est ce que font les acteurs du tourisme quand ils s'évitent des tiers supplémentaires sur les réservations de chambres d'hôtel sur des plateformes qui centralisent tout ça. Potentiellement, ça peut être un axe de valeur si dans le process partagé, la confiance était résolue par un tiers de confiance. Et on le voit beaucoup dans les scénarios financiers, les fameuses chambres de compensation à être. Donc, mais par exemple, dans le domaine du tourisme, ils ne passaient pas par un tiers. Ils passaient par un processus de réconciliation. Dès qu'il y avait une transaction en erreur, ils reprenaient leur compte, un audit manuel, savoir d'où vient l'erreur et qui devait payer et qui devait assumer l'erreur. Il fallait chercher un coupable. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Plusieurs notions de la vérité à une seule vérité partagée. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a pas forcément, la valeur ne vient pas forcément de la suppression d'un intermédiaire, parce qu'on a beaucoup présenté ça, la blockchain, comme ça. On supprime un intermédiaire, on fait du peer-to-peer, etc. On a fait un projet sur la Xbox. La Xbox, on paye des royalties, nous on distribue des jeux. On distribue des jeux de Electronic Arts, Ubisoft, etc. Et donc, ce processus de calcul des royalties, on s'est mis d'accord avec les éditeurs de jeux, on est leur distributeur, et le processus est quasiment manuel, où on étudie les ventes de Microsoft, et il y a à peu près 45 jours entre le moment où on finit ce process et le moment où on paye Ubisoft. Alors, ce n'est pas forcément très gênant pour Ubisoft. Par contre, Ubisoft eux-mêmes doivent payer des royalties à leurs développeurs, alors peut-être à la FIFA ou à d'autres ayants droit. D'accord ? Donc, ça peut être beaucoup plus gênant qu'un développeur attende ses royalties, parce que lui a peut-être besoin d'être payé pour continuer à faire son travail. Donc, ce qu'on a mis en commun avec Ubisoft, c'est d'abord une blockchain. On instancie des contrats intelligents où on a mis dans un contrat intelligent sur la blockchain les règles contractuelles de la vraie vie qui est implémenté manuellement dans les fichiers Excel aujourd'hui. Et donc ça nécessitait beaucoup, parce qu'on ne se fait pas forcément confiance, donc beaucoup d'audits de la part des partenaires qui régulièrement faisaient des audits sur Microsoft. Donc ce travail d'audit, de réconciliation, de paiement, de processus manuel coûte très très cher. Le fait d'avoir mis ça sur la blockchain, maintenant on partage cet état des ventes quasiment en temps réel, donc on peut aussi faire de l'analytique, donc ça ouvre le champ d'autres applications, parce que les données en temps réel permettent d'anticiper ses ventes et de ne pas attendre 45 jours pour voir le résultat de sa campagne marketing par exemple. Et pour donner un ordre de grandeur, ça représente 8 millions de transactions par jour. 8 millions de transactions par jour. Avec les achats de jeux, les micro-paiements à l'intérieur. Sur l'application blockchain pour Xbox, et justement pour gérer les relations avec une seule société qui est les éditeurs de jeux. Exactement. Donc on peut juste chez Ubisoft, c'est 8 millions. D'accord, donc on imagine que quand on le multiplie par le nombre d'éditeurs, c'est encore un chiffre plus impressionnant. Et là, ça n'est qu'un exemple de processus partagé pour gérer des royalties dans le domaine de la musique, dans le domaine des ayants droit. Je pense à la SACEM, par exemple, ce type d'organisation-là, qui doivent gérer constamment des rapports.
La ligue de foot professionnelle, on en parlait hier, par Absolument. exemple. Toujours à chaque fois qu'il y a un lien, un tiers avec différentes personnes, Exactement. on peut introduire de la Donc, ce qui est intéressant, c'est finalement les mêmes patterns. On peut sortir du cas d'usage pour se dire, c'est quoi les micro-patterns? C'est l'échange de valeurs, c'est la traçabilité, c'est l'automatisation des processus. On trouve par exemple la certification d'imprimantes 3D et de plans 3D. Un bateau de guerre en mer, par exemple, qui a besoin de faire de la fabrication additive et se télécharger rapidement le plan d'une pièce pour déclencher le travail d'une imprimante 3D, a besoin de faire confiance à la qualité du plan, à la qualité de l'imprimante et pouvoir suivre la traçabilité de bout en bout de cette chaîne d'impression de fabrication additive, par exemple. C'est encore un exemple concret qu'on a fait avec un partenaire qui s'appelle Moog, par exemple. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Complètement, les exemples sont finalement assez infinis et ils correspondent aussi à la problématique de départ. On peut parler aussi des exemples, par exemple, alors, qui ne sont pas forcément microsoftiens, mais de start-up, par exemple, dans les pays baltes, qui mettent au point des systèmes de blockchain pour identifier et donner une identité aux réfugiés. Bref, il y a un nombre d'applications, encore une fois, en matière de blockchain qui sont assez considérables. Quand on parle, encore une fois, en réinterprétation Microsoft de la blockchain, au-delà de ces exemples-là, on parle de quoi concrètement? Pour rebondir, on a des investissements dans ce que l'on appelle l'identité décentralisée. Donc, en l'occurrence, permettre de donner, par exemple, une identité aux 1 milliard et quelques personnes sur la planète qui n'ont pas d'identité aujourd'hui. Donc, on a des initiatives de ce type-là, mais également donner une autre forme d'identité plus centrée sur soi-même avec des preuves de ce que l'on est, avec des attestations d'un diplôme, par exemple. On a ce type d'investissement aujourd'hui. Donc, c'est ce qui en général est regroupé sous le vocable d'identité décentralisée ou d'identité auto-souveraine. Pour l'entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler, si on est sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, on est sur des réseaux publics. Ces réseaux publics n'ont pas forcément les performances attendues pour l'entreprise. Si on prend un réseau comme Ethereum, c'est 10 à 15 transactions par seconde. Ce n'est pas forcément du tout suffisant. Ça, c'est le premier point. C'est quelque chose qui se fait au prix d'une consommation énergétique qui est tout sauf éco-responsable, puisqu'aujourd'hui, typiquement, opérer la Bitcoin, c'est la consommation d'un pays comme l'Autriche. Donc, c'est pas neutre en tant que tel. Mais ça ouvre aussi des opportunités pour certains États ou pour certaines régions comme le Québec, par exemple, où les étendues sont infinies, où il fait relativement froid, où les data centers peuvent être réfrigérés facilement. Ça peut ouvrir, mais en tout cas, ça repose sur des protocoles de consensus pour établir cette confiance partagée qui ne sont pas adaptés, parce qu'en fait, ce sont des protocoles pour les crypto-monnaies qui typiquement s'inscrivent dans un contexte où tout le monde peut potentiellement participer. Si on parle d'une mise en œuvre d'un registre distribué au niveau d'une entreprise ou d'un consortium d'entreprises, les acteurs sont connus. La relation de ces différents acteurs pour matérialiser finalement sous une autre forme et sous une forme numérique ce processus partagé entre ces différents acteurs peut être régi également par des cadres contractuels classiques. Donc potentiellement, on n'a pas besoin du même type d'algorithme. Donc pour le dire autrement, par exemple, la notion de preuve de travail, ce n'est pas quelque chose qui est adapté. On va plutôt avoir une notion de preuve d'autorité ou de proof of stake, où finalement c'est une preuve d'enjeu par rapport à la réputation des entreprises qui sont derrière. Ça permet d'augmenter les performances. On parlait de sécurité, de confidentialité. Tous les échanges dans une blockchain publique sont par essence publics. Au sein d'un consortium, potentiellement, on peut avoir le fait que les échanges soient visibles en tant qu'échange entre les différents membres. La réponse est oui, mais on peut être dans une situation où finalement la lisibilité du contenu de l'échange lui-même se trouve dans la pratique restreint aux deux acteurs au sein de ce consortium. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir des types blockchain publics ou blockchain privés. Donc là, on est dans la blockchain typiquement privée ou de type consortium, et on est dans des blockchains qui sont dites en fait à permission, par opposition finalement aux blockchains publiques qui sont sans permission où chacun peut participer. Donc on a besoin d'asseoir finalement plus de performance, on a besoin d'asseoir de la confidentialité, on a besoin d'asseoir une gouvernance qui finalement va régir comment les différents membres du consortium, si on est dans une situation multi-membres, multi-entreprises, vont fonctionner les uns avec les autres et faire confiance finalement à certaines versions de contrats. Donc c'est un premier axe sur lequel il y a un certain nombre de progrès objectifs à faire. Et notre proposition va consister bien évidemment à articuler des éléments par rapport à ceci. Vous parliez de contrats intelligents, de contrats autonomes ou smart contrats. Ce sont des contrats aujourd'hui qui sont décrits dans des langages qui ne correspondent pas forcément aux compétences de l'entreprise. Donc ça suppose d'acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est également un frein aujourd'hui. Et puis le troisième point qui me semble important, un registre distribué, un réseau blockchain en lui-même, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Ça suppose aussi de s'intégrer avec
le reste du système d'information de l'entreprise ou du reste finalement des systèmes de communication et d'échange entre entreprises. Donc toute cette dimension intégration. Absolument. Comment est-ce qu'on assure du coup une intégration fluide de ces systèmes de blockchain dans des entreprises qui, jusqu'à présent, ont plutôt l'habitude de centraliser au maximum l'information et le pouvoir. Ouais. Encore une fois, le maître mot sur la blockchain, c'est la décentralisation. C'est revenir à l'essence même finalement de ce qu'est l'accès à l'information au départ, libre, ouvert et décentralisé. Alors, ça va être un élément de décentraliser la gestion de la confiance, ou de la partager au moins, et de la mutualiser entre tous les participants. Mais la blockchain en elle-même n'est pas une solution. Si on reprend l'exemple de la supply chain qu'a pris Philippe tout à l'heure, avec un exemple de besoin de connecter des objets pour monitorer les conditions de transport par exemple, il va falloir mettre en place, bien sûr, la pile blockchain en elle-même, mais la pile blockchain tout seul, c'est comme je disais, la base de données est une solution. Non, ça reste un outil. Ça reste un outil, mais il faut exactement. Que les acteurs entre eux déjà se mettent d'accord sur comment je vais gérer les secrets qui vont me permettre, par exemple, d'authentifier, de signer des transactions. Comment je vais authentifier mes utilisateurs dans le système d'information? Ils ont un rôle et des responsabilités. Je ne vais pas les authentifier avec une clé publique un peu absconte. Comment je vais interfacer mes objets connectés? Comment je vais interfacer, interpréter, visualiser, analyser les données qui passent sur la blockchain? Comment je vais pouvoir gérer ça, comme tu le disais, à l'échelle, maintenir, monitorer, sécuriser, potentiellement déployer ma blockchain dans le monde entier? Il y a une expérience faite récemment par IC3, qui est un consortium des plus grosses banques mondiales. Ils ont fait une expérimentation temps réel pendant 4 jours. Ils ont géré un vrai projet. Il y a 38 banques qui ont participé. Il y avait 45 nœuds, c'est-à-dire serveurs qui déployaient la blockchain, qui ont été déployés dans 19 pays. Là, on voit bien l'intérêt d'une plateforme de cloud public comme Azure, où on est présent dans 54 régions avec les bonnes certifications. Donc là, il est très facile de déployer au moins l'infrastructure de la blockchain et de donner les outils pour développer l'application de bout en bout. Ça, c'est plutôt le rôle de Microsoft d'amener cette plateforme et d'amener ces outils pour faciliter le développement. La blockchain, ses applications, ses implications et surtout son futur. Merci messieurs d'être venus partager ces exemples avec nous sur le plateau d'Expérience TV by French Web.